Bonsoir à tous. Donc, on va pouvoir commencer le premier topo du webinaire de ce soir. Et on va commencer par discuter l'analyse du rythme du cardiaque fœtal, fondée sur la physiologie. Alors, moi, je suis Laurent Petit, je suis gynécologue obstétricien en libéral à la clinique Sainte-Thérèse et à Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler d'avoir travaillé pendant 1 an au St. George's Hospital à Londres, où je suis allé après mon clinica que j'ai fait à Nantes. Ils ont développé là-bas, en fait, une technique, une façon de faire de l'analyse du rythme qui est fondée sur la physiologie du bébé. Donc, ça a permis de plus formaliser les choses. Cette analyse, en fait, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on a plus se focaliser sur les ralentissements, bien que ça apporte des informations, mais sur ce qu'il y a entre les ralentissements. Et le but, c'est de mieux dépister finalement l'acidose du bébé et de comprendre comment le bébé va s'adapter au stress hypoxique qui est le travail et ce qui va nous montrer lui au monito pour nous dire où est-ce qu'il en est de ses réserves. On discutera également les examens de seconde ligne, donc le pH et les lactates. Normalement, à ce cours, vous n'aurez plus besoin de les utiliser parce que ça n'apporte pas vraiment d'informations et ça aura finalement les mêmes performances que le monito, on va en discuter. Et ça sera expliqué par la physiologie. Le St. George's, en fait, lui, a utilisé comme seconde ligne le STAN, qui est donc le CG fœtal. Ils ne sont pas du tout utilisés ni le pH ni les lactates pour aller aussi loin dans leur analyse. Et le but, évidemment, c'est que c'est d'avoir un bébé avec une naissance qui va bien, le bébé qui va bien sans acidose, et que le vécu maternel, évidemment, soit bon. Et forcément, quand on est plus sûr de ce qu'on fait, de là où on en est, et qu'on a des explications qui sont plus claires pour la patiente, je pense que son vécu de l'accouchement est aussi meilleur. Alors, ça ne va pas être possible du jour au lendemain après ce cours-là de pouvoir changer votre façon de faire. Ça serait en fait aller au-devant des ennuis. Ce qu'il faudra, c'est le faire petit à petit. Donc, au début, vous allez continuer forcément à faire les pH, tout en gardant en tête que, avec ce que je vous raconte, peut-être que finalement le bébé va bien, fera la césarienne ou l'extraction avec un pH qui sera bon. Et petit à petit, en fait, vous entraînez avec une dynamique d'équipe aussi. C'est important que toute l'équipe soit dans cette même dynamique, vous affranchir pouvoir faire cette façon de réfléchir sur le monito. On va commencer le topo par l'histoire du monitoring, savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc, ça commence au début du 19e par on a objectivé les bruits du cœur. Ça, c'était à Genève. Et donc, on s'est rendu compte que le cœur du bébé battait dans le ventre de la maman. Et donc, le cœur a été écouté pendant le travail pour essayer de dépister des critères qui pourraient nous faire penser que le bébé n'irait pas très bien à la naissance. Et donc, le premier des critères, c'était le ralentissement. Les ralentissements ont été identifiés, surtout s'ils étaient retardés par rapport à la contraction. Et quelques années plus tard, fin du 19e, c'est le rythme de base avec la bradycardie et la tachycardie qui ont été objectivés comme étant des critères orientant vers une souffrance fœtale à la naissance. Fin des années 60, le premier monitoring a été mis en place et a abouti à la classification FIGO lors du 5e congrès pour essayer d'avoir des critères qui nous font penser que le bébé puisse aller mal à la sortie et donc finalement pouvoir agir avant. 2 ans plus tard, grâce au monitoring, la notion de variabilité a été introduite. Donc on voit que les ralentissements, le rythme de base et la variabilité sont des critères qui existent depuis longtemps, ont été introduits finalement plus ou moins en tâtonnant. Alors à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait, donc selon les standards, c'était normal. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on en arrive maintenant aujourd'hui à avoir quelque chose d'un petit peu plus fiable. Et on voit que c'était un tâtonnement parce que la classification s'est modifiée tout au long des années, des années 60 jusqu'à maintenant. Avec au début, on parlait des DIP 1, des DIP 2. On a ensuite parlé des ralentissements qui sont précoces, tardifs, variables. Et les variables ont même été classées en 6 sous-catégories. Et il y avait un moment, on nous demandait de les classer quand on décrivait les rythmes. En pratique, c'est compliqué, ça ne ressemble pas forcément toujours à ça dans la vraie vie, et l'implication clinique, finalement, n'était pas majeure. Alors, l'objectif du monito, c'est donc de dépister l'acidose, c'est son but premier. Et pour ça, on s'aide de tableaux. Donc, le CNGOF avait sorti en 2015 ce tableau pour nous aider en salle de naissance avec 4 couleurs. Donc,
Finalement, ça ne va pas changer grand-chose non plus sur le cours d'aujourd'hui. Le rythme normal sera normal en vert. Le rythme pré-mortem, la bradycardie en gros, sera également, la façon de faire sera la même. Par contre, c'est tout ce qui est entre les deux. Et donc, il y avait ces deux autres couleurs, le jaune et le orange, où on a le rythme de base, la variabilité, les accélérations, les ralentissements, avec des critères sur les ralentissements, si c'était plus profond, plus long, etc. Il est 3 heures du matin, on a une salle de rempli qui est pleine avec d'autres urgences, c'est compliqué à utiliser. Et finalement, ce n'était pas très discriminant. Alors, la FIGO, donc ça, c'était partie de la FIGO, mais en 2017, a encore plus simplifié les choses. Vert, normal, rouge, code rouge, en gros, on y va, et suspend entre les deux. Donc, on sait quand même que les ralentissements variables, ce sont 80% des ralentissements qui nous embêtent pendant le travail, et et c'est principalement cela où on se pose des questions, en fait. Les limites du monito, on les connaît en fait depuis longtemps. Il a une très bonne VPN, c'est-à-dire que quand le rythme est normal, globalement, on est plutôt tranquille. En revanche, la valeur prédictive positive est assez faible, et même quand on a des critères qui nous inquiètent, comme des ralentissements qui sont retardés par rapport à la contraction, une perte de variabilité ou le rythme de base qui est plus complètement comme il faut, par exemple la tachycardie, la VPN et la VPP, donc le dépistage de l'acidose, même quand c'est des choses qui nous inquiètent, est assez faible. Alors pourquoi? Parce que ces classifications, elles ont été faites en population générale. Sauf que nous, on a un bébé en face de nous, un bébé qui a ses propres réserves, sa propre physiologie, et donc c'est pas forcément adapté à ce bébé-là. Le fait est qu'en partant de la physiologie fétale, on va pouvoir, normalement, à la fin de ce cours, savoir dire si le rythme est un rythme normal ou si un rythme d'acidose. Et surtout, où est-ce que le bébé en est de ses réserves et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, en seconde ligne, parce que pour pallier à ces défauts, on a donc essayé de déterminer, de trouver des examens de seconde ligne. Et en premier, le pH. Alors, le pH, c'était développé, la première qui a eu l'idée, c'était Salines, c'était en Allemagne dans les années 60, début des années 60, donc avant le monitoring. L'étude est un peu vieille, donc je n'ai pas retrouvé les données, mais je crois que le nomogramme, il a fait ça sur une vingtaine de patientes. Et pour sensibiliser les performances, il préconisait que plusieurs pH soient faits. Alors après, Carbone s'intéresse beaucoup lui au pH, et donc ça c'est en France, et en 97, il a fait une étude sur 174 patients, 78 avec des pH, et on retrouve une bonne VPN, une VPP qui est quand même pas terrible. En 2016, il a fait une revue qui dit que le pH est intéressant, mais qui nécessite plus d'études. Ici, Tedwin, d'ailleurs, Chandra Haran, qui est un des moteurs au St. George's Hospital, qui a beaucoup travaillé du coup sur le rythme. Et on voit que sur les études, avec des échantillons qui sont quand même assez conséquents, et quels que soient les critères qui sont pris, donc il y avait le pH inférieur à 7,20, 7,21, les pH au cordon n'étaient pas les mêmes, quels que soient les critères pour essayer d'affiner, d'avoir quelque chose de correct d'utilisation, on retrouve de façon systématique une bonne VPN, mais une VPP qui n'est pas excellente. Et donc, ce sont les mêmes performances que le monito. Et ça va être expliqué par la physiologie. Alors, les lactates ont été introduits. C'est l'autre examen. Ils sont plus simples à réaliser parce qu'il y a moins besoin de sang pour faire l'examen. Donc, c'était dans les milieu des années 90 par Nordstrom, qui est un Suédois. Donc, le Stan vient de Suède aussi, donc ils sont très au taquet sur les examens de seconde ligne. Et donc, il a publié une première étude qui disait que c'était intéressant, mais qu'évidemment, il en fallait plus. De façon intéressante, il y a Prouez en 2020 qui a montré que dans un quart des cas, il y a une discordance entre le pH et le lactate. D'autant plus que la patiente était à dilatation complète, qu'il y a du méconium, et évidemment qu'on multiplie les prélèvements, parce que plus on fait de prélèvements, plus il y a de risque qu'il y ait une discordance. L'Orizo en 2021 a fait une étude intéressante, parce qu'il a montré que le simple changement de machine, ils étaient obligés de changer de machine de marque, avait fait modifier en fait le seuil d'intérêt pour les lactates. C'est-à-dire que même la machine est déjà un biais. Alors du coup, fort de tous ces éléments, on va essayer maintenant de comprendre comment le bébé s'adapte et ce qu'il nous montre sur le monitoring pour dire où est-ce qu'il en est de ses réserves, parce que pour l'instant, on n'est pas très fort. Alors, on va d'abord parler de la physiologie.
Déjà, le bébé, lui, il tourne, enfin le fœtus, il tourne à 70% de saturation avant le travail, à 30% pendant le travail. Il faut prendre le travail comme une épreuve de stress. Il faut s'imaginer nous sur un tapis de course et la première chose qu'on va faire pour augmenter notre rapport d'oxygène, c'est d'augmenter notre fréquence respiratoire. Sauf que le bébé, lui, il peut pas parce que il est dans un environnement qui est liquide et puis il y a les poumons, enfin il y a le placenta fait le job. Et donc, ce qu'il va faire pour protéger son cœur, c'est décélérer. Donc, la décélération n'est pas un mécanisme de décompensation cardiaque, il faut le prendre comme un mécanisme de protection cardiaque. Et le but, c'est donc de protéger les organes nobles, qui sont le cœur, le cerveau et les surrénales, et dans cet ordre. Et d'ailleurs, ça se voit d'un point de vue anatomique, c'est-à-dire que l'aorte ascendante qui a donc le sang le plus oxygéné, les premières dérivations sont les artères coronaires. Donc, c'est le cœur qui prend en premier le sang le plus oxygéné. Arrivent ensuite les troncs supraortiques avec le cerveau qui va donc être irrigué. Et enfin, quand on descend, les premières artères, ce sont les surrénales. Le bébé a également des mécanismes de protection. Alors, il y a l'adaptation maternelle d'abord avec une augmentation de la volémie, une diminution des résistances périphériques qui permet d'avoir un meilleur rapport placentaire. L'hémoglobine fétale a une meilleure affinité pour l'oxygène, un meilleur effet tampon sur l'acidose également. Et les bébés ont une hémoglobine qui est plus élevée que la nôtre. Il va y avoir 3 shunts également, le canal artériel, le ductus venosus, le foramen ovale. Ça, c'est justement pour passer outre les organes à haute résistance qui sont gérés en fait par le foie et donc améliorer l'oxygénation des organes qui sont plus essentiels. Le cœur, le rythme cardiaque, pardon, lui est régulé par 2 grands systèmes, le système somatique, celui des mouvements volontaires. Ça se traduit au monitoring par l'accélération. Donc ça, c'est un signe fort d'oxygénation, c'est-à-dire que le bébé, il a assez d'oxygène pour irriguer ses organes essentiels et ses organes non essentiels que sont les muscles. C'est pour ça que la diminution des mouvements actifs, on n'aime pas trop. Le deuxième système, c'est le système autonome ou végétatif, qui lui a 2 grands systèmes également. C'est le système sympathique, qui est géré par les catécholamines et qui va en fait se traduire par une augmentation progressive du rythme cardiaque fœtal. Le système parasympathique, celui qui est le système du repos, qui lui va réduire le rythme fœtal afin de maintenir une bonne balance énergétique positive. Et celui-là, donc, qui va nous intéresser plus particulièrement, il est géré par 2 récepteurs, enfin 2 types de récepteurs, les barorécepteurs, qui sont typiquement stimulés par une occlusion de l'artère ombilicale, et qui va se traduire par un ralentissement variable avec un changement rapide du rythme de base avec une pente et une récupération rapide. Et les chémorécepteurs, qui eux sont stimulés par l'acidose, en gros l'augmentation du CO2 et la diminution de l'oxygène, et dont l'apparition et la récupération vont être lentes, parce que le temps que l'acidose apparaisse et le temps qu'il y ait le washout qui lave l'acidose, finalement, le ralentissement va être retardé par rapport à la contraction. Et donc, le St. George's Hospital propose la classification d'un ralentissement en 2 types, soit les barreaux décélération, donc les barreaux décélération, où typiquement c'est la compression funiculaire qui va être le primum movens. Donc, c'est la veine qui va être comprimée en premier, pas l'artère. Donc, au début, en fait, il va y avoir une diminution de la volémie et de la tension. Et donc, en fait, une accélération. Donc, ça, c'est la première épaule avant le ralentissement. Ensuite, l'artère va être comprimée. Et là, il va y avoir une augmentation de la tension artérielle qui va stimuler le barorécepteur et donc provoquer le ralentissement. Le ralentissement qui va avoir pour but donc de protéger les organes nobles. Ensuite, l'artère puis la veine sont décomprimées. Et donc, on a cette petite accélération après le ralentissement. C'est ce qu'on appelle donc, le variable typique. Alors, si la compression se fait un petit peu trop rapidement, et notamment, par exemple, quand on utilise du syntocinon, l'artère et la veine sont comprimées en même temps, et donc, du coup, il n'y aura pas l'accélération avant. Donc là, on va passer aux variables type atypique. Pour les chémodécérélations, on voit que c'est lorsqu'il y a une compression funiculaire qui est répétée, et donc en fait une acidose qui se crée petit à petit. Quand c'est trop prolongé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène pendant trop longtemps, l'acidose va arriver, ou quand il y a une insuffisance placentaire de base. Et donc là, on a une apparition qui est lente et décalée, avec le nadir qui est décalé par rapport à la contraction, et une récupération qui est lente. Donc finalement, ces ralentissements qui sont peu profonds sont quand même plus péjoratifs, ont plus peur que ces ralentissements-là. Alors évidemment, en fait, ça ne pourrait pas être
ça serait trop simple, il y a les ralentissements mixtes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des barreaux chémodécérénation. En général, c'est quand il y a une compression donc, du cordon qui se fait de façon trop répétée, que ça dure trop longtemps. Et donc, on va avoir au début la compression avec la barodécérénation, donc une pente rapide, et ensuite une récupération qui est un petit peu plus lente du fait de l'acidose qui est arrivée et qui donc va mettre du temps à disparaître. Fort de tout ça, le St. George's a également, propose également en fait une classification des hypoxies en 4 types. Alors les deux faciles, aiguë, la bradycardie, la chronique, ça on va reparler, donc qui sont bien connus. La subaiguë qui, vous verrez, sera à mon avis la plus difficile à reconnaître. Et enfin, l'hypoxie d'évolution progressive. Et donc, on va revenir plus longuement dessus. Alors, l'hypoxie aiguë, c'est pas compliqué, c'est la bradycardie, le ralentissement qui dure plus de 10 minutes. La diminution du pH est de 0,01 par minute. Là, c'est le code rouge, il faut agir rapidement. Ça ne va pas changer vos pratiques, ça c'est pour tout le monde pareil. L'hypoxie chronique, c'est pareil, c'est plutôt en cas d'une insuffisance placentaire. On a un rythme de base qui est trop élevé pour l'âge gestationnel. On a une perte de variabilité. Les ralentissements sont tardifs et souvent peu profonds. Donc, décalés par rapport aux contractions et peu profonds, ces ralentissements sont beaucoup plus dangereux que les barorécepteurs qu'on a vus précédemment. Et en cas d'ajout, en cas d'événement aigu, la décompensation est rapide parce que le bébé n'a pas de réserve en fait. Il a beaucoup moins de réserve que les autres. L'hypoxie subaiguë, qui à mon sens est la plus compliquée à dépister, souvent elle est vue lors des efforts expulsifs et on la dépiste quand le bébé en fait passe plus de temps sur le ralentissement que sur son rythme de base. En gros, il passe plus de temps à protéger son cœur que à récupérer. Souvent, c'est une acidose qui arrive de façon assez, plus rapide, avec une diminution du pH qui est de 0,01 par 2-3 minutes. Donc, plus rapide dans le sens où, quand c'est une hypoxie d'évolution progressive, on en reparlera. Et donc là, il n'y a pas le temps de compenser, de mettre en place ces mécanismes de compensation pour gérer cette acidose. Donc, il n'y a pas d'augmentation du rythme de base, et donc c'est plutôt pendant les efforts expulsifs. Enfin, la plus importante pour ce cours, l'hypoxie d'évolution progressive, celle qu'on va le plus souvent voir lors du travail. Et donc, c'est toujours dans cet ordre. L'hypoxie apparaît d'abord par des ralentissements. Ces ralentissements sont de plus en plus profonds, de plus en plus longs. Et il y a également une perte d'accélération. Alors, la perte d'accélération peut être concomitante ou arriver après. Et il faut noter également que l'absence d'accélération pendant le travail n'a pas de valeur péjorative. C'est quelque chose, quand on les a, on est très content. Quand c'est pas là, c'est pas très grave. Donc, le bébé commence d'abord par protéger son cœur, par protéger ses organes. Donc, il va commencer par ralentir. Si le stress continue, dure trop longtemps et qu'il commence à épuiser un petit peu ses réserves d'oxygène, va y avoir une acidose. Cette acidose va se traduire par une augmentation du rythme de base en premier lieu. C'est le catécholamine surge, c'est-à-dire que le bébé les surrénales vont sécréter des catécholamines, stimuler le sympathique et donc augmenter le rythme de base. Pour améliorer également le retour veineux pour les organes nobles, il va y avoir une vasoconstriction. Et là, nous sommes dans l'acidose qui est compensée. Si on laisse faire les choses et qu'on n'agit pas, la diminution de la variabilité, l'acidose va devenir non compensée, il va être plus profonde et donc on va avoir une modification de la variabilité, soit une diminution sur un rythme saltatoire, donc avec une variabilité qui est supérieure à 25, et ça, c'est trop tard, donc il faut se dépêcher d'agir et sortir le bébé. Et si on continue à laisser faire les choses, il va finalement faire une bradycardie terminale et s'arrêter. C'est sur cette diapo qui est donc assez importante que on comprend pourquoi le pH n'a pas les mêmes performances finalement que le rythme. C'est-à-dire que au moment du catécholamine surge, dans l'acidose qui est compensée, donc globalement, on sera sur un rythme, on va avoir des ralentissements, ça va durer, on va se demander ce qui se passe, on va vouloir faire un pH. Sauf que la vasoconstriction, elle va être périphérique, donc au niveau cutané. Donc, on va s'amuser à faire un pH ou un lactate d'ailleurs au niveau cutané, sur le scalp, où il y a une vasoconstriction locale. Donc, évidemment, les lactates, il y aura une acidose en fait périphérique, donc les lactates ou le pH seront modifiés, alors qu'en fait, ce n'est pas le reflet de l'oxygénation des organes centraux.
Et donc, on va avoir un pH qui va faussement nous faire peur. On va passer en césarienne ou hâter la naissance. Et finalement, le pH sera bon à la naissance, c'est quand même le principal. Mais on peut essayer de faire un peu mieux. Alors, un exemple d'hypoxie d'évolution progressive, alors qu'un exemple qui est un petit peu caricatural. On voit ici un bébé avec un rythme de base qui est normal, des variables typiques qui apparaissent avec les contractions. Finalement, ça persiste. Les contractions, les ralentissements pardon, sont un petit peu plus profonds et plus prolongés. Et finalement, donc là, si ça dure comme ça, ces ralentissements, et qu'il n'augmente pas son rythme de base, que la variabilité reste la même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus. Par contre, s'il commence à monter son rythme de base, là, il nous montre qu'il y a une acidose qui est compensée, et donc, il faut agir. Donc là, je vous dis, pour l'instant, le bébé va bien. Le pH est normal, un pH au cordon serait normal, il n'y a pas de souci. Alors, ce n'est pas parce qu'il va bien qu'il ne faut rien faire, donc on en reparlera plus tard, mais je vais essayer de prendre en compte tout le dossier dans son ensemble avec la dilatation, est-ce que c'est un petit, un gros bébé, etc. Ça, on va en reparler. Et donc, ce n'est pas parce qu'il va bien que je vous dis qu'il ne faut rien faire. En tout cas, il n'y a pas d'urgence à le sortir là maintenant. Donc, la question, voilà, c'est en pratique, comment va ce bébé, comment le bébé qu'on a en face de nous va, et où est-ce qu'il en est de son acidose. Alors, ça n'a pas extrêmement changé aux pratiques, c'est-à-dire que on fait comme d'habitude, en début de travail, on va faire un monitoring et on va regarder, en fait, on va essayer d'éliminer une hypoxie chronique préexistante. Donc, en premier lieu, on va d'abord regarder le rythme de base. Si le rythme de base est adapté à l'âge gestationnel, c'est-à-dire en gros vers entre 120 et 140, ça montre une bonne oxygénation du cœur et du cerveau. Et pourquoi j'insiste sur approprié pour l'âge gestationnel? Parce qu'en fait, quand on prend les classifications FIGO, Sengloff, etc., ils nous disent entre 110 et 160, c'est normal. En fait, 160, voire 150, c'est trop pour un bébé à terme. Alors, c'est possible que pour un bébé, ce soit normal, mais méfiance. Est-ce que ce n'est pas une hypoxie préexistante? Est-ce qu'il n'y a pas une chorio? À un moment, un bébé qui est à terme a un rythme de base qui ne doit pas dépasser les 140. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir s'il n'y a pas eu des monitos qui ont été faits avant le travail, si la patiente est venue, par exemple, pour des contractions, pour une diminution des mouvements actifs, ce qui nous montrera le rythme de base qu'il avait avant. Il n'y a pas de raison qu'il change son rythme de base, ce bébé. Donc, s'il avait déjà un rythme de base qui était un petit peu élevé, qu'il est encore à l'entrée en travail, très bien, c'est son rythme de base. On va rester méfiant, mais pas de problème. Ce qu'il y aura également à regarder, c'est la variabilité. Et le cycling, ça, je vais vous expliquer après. Est-ce qu'il y a des accélérations ou pas, sachant que l'absence d'accélération n'est pas péjorative? Est-ce qu'on a des décélérations qui ressemblent à des chémodécélérations, du coup, donc celles qui sont peu profondes et retardées? Et donc, comme je vous le disais, regardez le dossier dans son ensemble. Est-ce qu'il y a du méconium? Est-ce que la patiente a de la fièvre? Est-ce qu'il y a un retard de croissance? Est-ce qu'elle est venue pour une diminution des mouvements actifs fétaux? Est-ce que le sang a bougé depuis quelques jours? Est-ce qu'il y a des saignements? L'utérus cicatriciel aussi, évidemment, est un élément à prendre en compte. Et globalement, l'impression clinique. Donc, ce tableau, c'est quelque chose qui est utilisé au sein de George's Hospital, qui est en fait une checklist qui est réalisée tout le temps, dès l'entrée en travail d'une patiente, qui est globalement ce qu'on fait également. Alors, le cycling, un petit mot rapide. Le cycling, alors, je n'ai pas trouvé de mot français pour vraiment le traduire. C'est le fait qu'on ait une alternance entre des phases actives du bébé et des phases de repos. Donc là, on voit qu'il est plutôt actif, il y a des accélérations. Après, il dort un peu et puis après, il se réveille. Et ça, c'est le meilleur truc pour se dire que le bébé va bien. Il insiste beaucoup là-dessus. Donc, le cycling, c'est un très bon signe pour dire que le bébé est bien oxygéné et qu'il n'y a pas de risque d'acidose. On va donc continuer ensuite à évaluer le rythme tout au long du travail et les critères à reporter, c'est donc le pouls maternel, le rythme de base, la variabilité. Et on va regarder s'il y a une évolution. Notamment, est-ce que le rythme de base est stable? Est-ce que le rythme de base, au moment où on le regarde, est le même que celui que précédemment? Donc, quand on est appelé pour un rythme qui nous inquiète, il ne faut pas l'analyser à partir de la dernière demi-heure ou des 10 dernières minutes, ou juste à l'instant T. Il faut reprendre le monito dès le début pour voir comment le rythme de base s'est comporté et s'il augmente, notamment c'est précédé de décélération, c'est un signe d'acidose qui arrive petit à petit, l'acidose compensée. On va regarder si l'intervalle entre les contractions est suffisant pour que le bébé se réoxygène.
la présence du cycling, est-ce que la variabilité est normale, est-ce qu'il y a des accélérations, est-ce qu'il y a des ralentissements, et finalement, est-ce qu'on a des signes d'hypoxie, et est-ce qu'on pense que les organes centraux sont non oxygénés ou pas. De la même façon, ça, c'est un des tableaux qui est utilisé au sein de l'organisme que j'ai un petit peu modifié. Alors, comment prendre en charge ces différents types d'hypoxie? Pareil, l'hypoxie aiguë, donc la bradycardie, ça c'est pareil pour tout le monde. On va d'abord éliminer une cause non réversible, en gros la prosinence, la rupture utérine ou la charpée. Donc là, on ne peut rien faire, c'est une césarienne en code rouge. On va chercher les causes réversibles, principalement l'hypotension maternelle et ou l'hypertonie. Et dans ce cadre-là, on peut faire de la réanimation fœtale intra-utérine. Je redétaillerai un petit peu plus sur le deuxième topo, mais globalement, ça, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que quand tu as une hypertonie ou une hypercinésie, on va enlever le propès ou arrêter l'ocytocine. On pourra discuter la tocolyse aiguë. Donc, j'utilise la terbutaline et on en discutera tout à l'heure. On va essayer de mobiliser la patiente en décubitus latéral gauche d'abord pour améliorer le retour veineux. Le décubitus latéral droit, si jamais ça ne fonctionne pas, pour lever une éventuelle compression funiculaire. Le St. George's recommande le remplissage de façon systématique en cas de bradycardie, même si la patiente n'est pas hypotendue, pour améliorer le retour veineux et diluer éventuellement de l'ocytocine. Les vasopresseurs en cas d'hypotension, ça s'agirait par les anesthésistes. Pour l'oxygénation, méfiance, c'est seulement en cas de désaturation maternelle. C'est-à-dire qu'une patiente qui a une sat à 100%, de toute façon, ne sera pas à 120 ou 130%, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça peut être délétère, notamment sur les retards de croissance qui sont plus fragiles, parce que ça va induire une vasoconstriction et finalement diminuer l'apport veineux placentaire, enfin l'apport sanguin plutôt placentaire. J'ai rajouté la stimulation de la tête fœtale. Ça, c'est quand c'est pas pour une bradycardie bien sûr, mais quand on a un rythme qui est un petit peu plat, on peut, en stimulant la tête, et j'en discuterai tout à l'heure avec une étude qui a été faite à Lille, sensibiliser un petit peu notre examen pour savoir si le bébé va bien ou pas. Pour l'hypoxie aiguë, toujours donc la bradycardie, la règle des 3. Alors, si la variabilité est normale les 3 minutes précédant le ralentissement et dans les 3 premières minutes du ralentissement, globalement, le bébé a 9 chances sur 10 de récupérer à 10 minutes, enfin, même plus de 9 chances sur 10. C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir, mais c'est quand même plutôt rassurant. Et après, c'est la règle des 3, 6, 9, 12 et 15. Donc, à 3 minutes, on appelle le médecin de garde. À 6 minutes, on commence la réanimation fœtale. À 9 minutes, on passe au bloc. Et à 12 minutes, on insiste pour une naissance en un quart d'heure. Sachant que tout ça, c'est évidemment une affaire de protocole de service. Et nous, selon la proximité de la salle de naissance, ça peut être sujet à modification. Mais c'est l'idée, quoi. Pour l'hypoxie subaiguë, donc plutôt pendant les efforts expulsifs, on peut arrêter les efforts expulsifs pour que le bébé ait le temps de récupérer, faire un petit peu de réanimation. Alors, c'est plus compliqué cette prise en charge qui est proposée au St. George's parce que ils utilisent encore le STAN pour les efforts expulsifs parce que ce que je vous raconte n'est pas valable pendant la poussée. Donc, autant grâce au STAN, ils ont pu aller très loin sur l'analyse du rythme et tolérer des ralentissements de plus en plus inquiétants. Et maintenant, ils n'utilisent pratiquement plus, en tout cas de ce que j'ai vu pendant l'année que j'ai passée là-bas, mais ils l'utilisent encore beaucoup pendant les efforts expulsifs et ils se fondent beaucoup sur cette analyse pour savoir s'ils peuvent attendre ou pas et savoir s'ils doivent expédier la naissance, s'ils doivent faire en sorte que le bébé sorte rapidement ou pas. Pour l'hypoxie d'évolution progressive, donc celle avec les ralentissements qui apparaissent d'abord, et j'insiste là-dessus, tant que le rythme de base est stable et qu'il y a une bonne variabilité, globalement, on est tranquille. Si par contre, il commence à monter son rythme de base, on est en acidose compensée. Alors, ça va dépendre aussi de l'avancement du travail, de système primi, une multi, etc. Mais on peut améliorer l'environnement, donc réduire ou arrêter l'ocytocine. On peut faire une tocolyse également en cas d'hypercinésie. On peut remplir la patiente, la mobiliser, essayer de faire en sorte qu'il améliore son apport d'oxygène et qu'on puisse attendre un petit peu. Par contre, si jamais on a une perte de variabilité, là, c'est trop tard, c'est essayer de se décompenser. On allait trop loin dans ses réserves et donc il faut lancer la naissance. Un petit mot sur la chorioamniotite, c'est important également. Donc, le monito, c'est un examen qui nous permet de dépister l'acidose. C'est pour ça que c'est principalement ça qui sert.
Pour la chorio, il est moins fort, il n'a pas été fait, enfin, c'est pas fait pour ça, mais on peut quand même avoir quelques indices. Et en plus de la fièvre maternelle, etc., c'est l'augmentation du rythme de base sans ralentissement préalable. C'est-à-dire que si le bébé monte son rythme pendant le travail, alors qu'il n'y a pas eu de ralentissement précédent, il n'y a pas de raison que ce soit dû à une acidose. En cas de perte de variabilité, alors qu'il a monté son rythme de base et qu'on suppose une chorioméningite, ou qu'on en soit à peu près sûr, il y a un risque augmenté de lésions cérébrales. Et notamment, si une hypoxie est associée, les risques de lésions cérébrales est multiplié par 80. Probablement parce que les médiateurs inflammatoires de l'infection favorisent les lésions hypoxiques, enfin induites par l'hypoxie, si vous voulez. En cas de rythme saltatoire, ça peut donc soit une acidose associée, soit l'instabilité du système autonome pour la fièvre, enfin du fait de la fièvre. Le St. George's insiste également, ils n'aiment pas trop la chorioméningite, sur la rupture spontanée des membranes, donc avant la mise en travail ou juste au début. Il demande de se méfier, en fait, il préconise de se méfier de l'infection parce ils estiment que c'est peut être une chorioméningite débutante avec des médiateurs inflammatoires dû à des développements de germes pour le strepto ou autre au niveau de la poche, sachant que la mise en travail est déjà elle-même une cascade inflammatoire. Le cercle vicieux avec le méconium, lui, va annuler l'effet antiseptique du liquide amniotique. Alors, quand le liquide est infecté, il va y avoir une irritation intestinale, en gros une gastro, le bébé va faire du méconium. Le méconium va diminuer l'action antiseptique du liquide, ou va être là en préalable et du coup favoriser l'infection. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc, chorio et méco, attention. Le monito, ce n'est pas seulement le rythme de base, c'est également les contractions. Pendant les contractions, les échanges materno-fétaux ils sont interrompus. Et donc, le bébé a besoin d'une bonne oxygénation, d'un bon temps de relaxation pour pouvoir se réoxygéner. Il y a des études qui montrent que quand il y a plus de 10 minutes de contraction sur 30 minutes de rythme, il y a une augmentation de la morbidité, mais encore une fois, ça va dépendre du bébé et des réserves. Un petit mot rapide sur le Ferguson Reflex. Donc ça, c'est quand il y a une stimulation du col qui va augmenter les récepteurs, va augmenter la stimulation de l'ocytocine. Donc c'est plutôt quand on arrive à dilatation complète que le bébé descend. Donc c'est pas rare à dilatation complète d'avoir plus de contractions. D'autant plus que plus le travail avance, plus le nombre de récepteurs augmente. Et donc quand on a du synto et qu'on voit qu'il y a une petite hypercinésia complète, on peut l'arrêter tranquille, voir un peu ce qui se passe ou rien faire si en fait il se passe rien. D'une façon générale, même si on pense que le bébé va bien, il faut prendre en compte le contexte clinique. Tout est à prendre en compte. Ce n'est pas que le rythme, ce n'est pas que les contractions, c'est tout le contexte, voire le contexte de la salle également. Et donc, ce que propose le St. George's Hospital, c'est un acronyme, et c'est déjà ce qu'on fait, c'est un acronyme pour ne rien oublier, et donc c'est Mothers. Le M et O, c'est pour le méconium et l'ocytocine. T, c'est pour la température, le terme également. Bien sûr, on ne va pas réfléchir de la même façon sur un 33 semaines, un 32 semaines ou sur un bébé qui est à terme et surtout post-terme. Les bébés post-terme sont quand même plus fragiles, on le sait. Le H pour hyperstimulation ou j'ai mis hémorragie pour le saignement. E, c'est pour l'épidural. Pour eux, les pratiques sont complètement différentes. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont des péridurales. Ce ne sont pas les mêmes dosages. La gestion est un peu différente. Ils ont moins l'habitude, donc ils font attention. R pour donc le rate of progress, c'est donc l'avancement du travail, la dilatation, le retard de croissance. Forcément, même s'il y a des ralentissements qui ne nous font pas peur, mais que la patiente stagne, on ne va pas attendre tranquillement que ça s'aggrave. Et si par contre ça avance rapidement, on va pouvoir tolérer plusieurs choses. S pour SCAR, c'est donc l'utérus catriciel et la rupture utérine. Les pistes pour s'améliorer, donc la formation continue, c'est ce qu'on fait beaucoup en France. Donc le staff, le matin, on reprend les dossiers, on réfléchit, on les reprend à froid, c'est plus facile. Et donc on discute et on s'améliore comme ça. Les stickers, donc les tableaux dont je vous ai parlé. Le fresh eye toutes les 4 heures. Alors ça, c'est beaucoup fait en Angleterre.
l'organisation est complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a une sage-femme par patiente. Et donc, ils vont gérer juste cette patiente-là. Il y a une midwife in charge, qui est une sage-femme qui est plus expérimentée et qui va gérer un petit peu toute la salle, qui va même être la chef des internes et parfois des PH aussi, qui va dire un peu où est-ce qu'il faut aller. Et toutes les 4 heures, elle reprend le dossier avec la sage-femme, reprend le rythme, et ça permet d'éviter en fait l'effet de tunnel qui fait que on s'enfonce dans quelque chose et on rate complètement en fait quelque chose d'évident. Et donc le fait d'avoir un deuxième avis, de reprendre les choses avec quelqu'un d'autre permet de diminuer ces erreurs-là. Et donc ça a été d'ailleurs vu en général en France que quand il y avait une étude qui s'était faite où des médecins se rediscutaient des dossiers de façon régulière et ça diminue le taux d'erreur. Bon, après, c'est compliqué à faire, mais c'est une piste à envisager. On va reprendre l'hypoxie d'évolution progressive avec ce petit schéma. Le stress, on commence toujours avec les décélérations. C'est les ralentissements d'abord, type barorécepteur, où le bébé nous montre qu'il protège son cœur parce qu'il y a une compression funiculaire et une diminution d'apport. Secondairement, vont disparaître plutôt les accélérations, sachant que si elles ne sont pas là, ce n'est pas très grave. Et donc là, il n'y a pas d'acidose. Globalement, on est tranquille. Si par contre, il commence à monter son rythme de base, on est dans le catécholamine surge. Donc là, c'est l'acidose qui est compensée. C'est à ce moment-là où donc les catécholamines vont être sécrétées, le rythme de base va augmenter, il va y avoir une redistribution avec une redistribution avec une vasoconstriction périphérique, et donc c'est là où les pH qu'on va faire au SCAD vont être anormaux. Enfin, vont nous inquiéter en tout cas, alors que là, les pH sont normaux puisque le bébé ne compense pas. Si on laisse les choses persister, on va avoir un rythme de base qui va devenir instable, une variabilité qui va être anormale, soit trop petite, soit trop élevée. Donc là, on est dans l'acidose qui est décompensée. Donc, il faut agir rapidement pour sortir le bébé, voire la bradycardie terminale. Et donc, encore une fois, ce n'est pas possible de vous lancer directement, de se lancer plutôt directement dans cette façon de faire. Il faut aller petit à petit, avoir ça en tête, et finalement, commencer par cédariser une patiente en vous disant peut-être que là, cette façon de faire le rythme normal, la variabilité normale, il n'y aurait pas eu de souci. Et puis, petit à petit, vous lancez. Et surtout avec une dynamique, je pense, d'équipe et de service, c'est important. Voici la référence. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce topo.